Parfait. Bonjour. Bonjour, Monsieur Brousse. Bon. Au passage. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Mier. Bonjour. Nous allons commencer, mes chers collègues, avant que nous commencions nos auditions. Je vous rappelle les 2 déplacements qui vont se tenir la semaine prochaine et la suivante, auxquels vous êtes chaleureusement conviés, les collègues. Nous nous rendrons dans les Vosges lundi, 3 avril, et en Haute-Garonne le jeudi 13 avril. Et aujourd'hui, notre mission va s'attacher à 2 catégories de communes. Alors, dans un premier temps, les communes de montagne et dans un deuxième temps, à partir de 18 h, les communes ultramarines. Il est en effet important pour nous de prendre la mesure des spécificités territoriales auxquelles ces communes sont confrontées et d'examiner leurs conséquences sur leur fonctionnement ou l'exercice du mandat municipal. Alors, nous commençons donc par les communes de montagne et avant de passer la parole à notre rapporteur pour cette première table ronde, je salue nos invités. Alors, en présentiel, ici, Madame Alice Morel, maire de Bellefosse, dans le Bas-Rhin, présidente de l'association du massif vosgien, membre du comité directeur de l'ANEM, Association nationale des élus de la montagne, Monsieur Gilles Grémilieu, maire d'Orpierre dans les Hautes-Alpes, et Madame Christine Portevin, maire de Guillestre dans les Hautes-Alpes aussi. Et nous avons en visioconférence donc Monsieur André Mire, maire de Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées, et Madame Annie Sagne, maire de Lucin-Sauveur aussi dans les Hautes-Pyrénées. Et nous attendons Monsieur Sébastien Pradier, président des maires ruraux de l'Ardèche, qui devrait se connecter. Alors, pour vous rappeler rapidement le cadre de cette mission, mesdames et messieurs, cette mission a été mise en place il y a quelques semaines. Elle est composée d'une vingtaine de sénateurs. J'ai l'honneur de la présider et Mathieu Darnaud en est le rapporteur. C'est une mission qui a pour but de proposer une vision à horizon 2030 de la commune et des maires. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous entendre pour cerner vos attentes, vos difficultés et aussi peut-être analyser les raisons d'une éventuelle crise de vocation qui semble se profiler un petit peu avec aujourd'hui près de 900 maires qui ont démissionné déjà depuis 2020, depuis leur réélection. Alors, mesdames et messieurs, votre témoignage sera précieux à notre mission. Et non seulement pour nous aider à comprendre les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre mandat et qui sont propres aux caractéristiques des territoires de montagne, mais aussi pour envisager avec vous les réponses qui pourraient être apportées à ces difficultés. Et je vais de suite laisser la parole à mon collègue Mathieu Darnaud pour première question, puis nous laisserons ensuite la parole à Madame Morel pour une introduction titre de l'ANEM. Merci Madame la Présidente, chère Maryse. Je ne vais pas allonger le propos parce que nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude ce soir et comme vous nous faites l'honneur de votre présence et je salue aussi celles et ceux qui sont en visio, je préfère tout de suite vous céder la parole en vous demandant si possible et de bien prendre en compte les 2 piliers qu'on souhaite vraiment vous voir aborder. Le premier, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, dans l'exercice de votre mandat, singulièrement parce que vous êtes toutes et tous issus de territoires de montagne, donc avec une spécificité, une problématique particulière, peut constituer des freins à l'exercice du mandat. Et à l'opposé, qu'est-ce qui, selon vous, continue finalement à motiver votre engagement. Et puis vraiment cet autre pilier, puisque Maryse Carrère le rappelait à l'instant, notre volonté c'est un peu de voir comment préfigurer de la commune à horizon 2030 avec bien sûr en prenant en compte le retour d'expérience qui est le vôtre, le lien singulier, particulier et fort que vous avez avec vos habitants et vos populations respectives et aussi traduire par là même vos attentes. Voilà un petit peu ce que nous souhaitons aussi recueillir de votre part ce soir en vous remerciant à nouveau de votre présence. Juste, j'ai oublié de vous préciser que cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible ensuite en rediffusion. Donc c'était pour bien vous le préciser. Madame la Présidente, aujourd'hui, qui représentait la Présidente de l'Association nationale des élus de la montagne.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, si chers collègues. Je pense d'emblée que quand on nous pose la question de l'avenir de la commune et du maire, cela sous-entend certainement que son avenir est menacé, un tant soit peu. Alors menacé, si nous devions trouver 4 grandes raisons de menace, menacé par les transferts successifs de compétences, notamment aux intercommunalités, menacé par la diminution de population dans différents territoires, et je pourrais citer plus précisément un exemple tout à l'heure du massif des Vosges, menacé aussi par les complexités administratives et la responsabilité juridique encaissée, et puis menacé aussi, ça c'est sans doute plus récent, par le manque de considération. Et c'est une élue qui a plusieurs mandats qui vous parle, et je pense que c'est un ressenti qu'un certain nombre d'entre nous ont. Donc dans ce contexte, nos communes de montagne, je pense, occupent une place particulière. Et j'aimerais rappeler, donc, au nom de l'Association nationale des élus de la montagne, que grandes, petites, agricoles, touristiques, nos communes de montagne, elles sont exactement aujourd'hui au nombre de 6107 communes qui bénéficient de ce classement. Elles représentent 10% de la population de notre pays, mais par contre, elles représentent 25% de sa superficie. Alors, les particularités que nous souhaitons mettre en avant pour l'avenir de nos communes, c'est de rappeler en tout lieu, partout, tous les jours, que nous avons la chance, depuis près de 40 ans, de bénéficier de la première loi française qui s'applique à un territoire spécifique, qui est en l'occurrence la loi du 9 janvier 1985, que nous appelons plus communément la loi montagne. Une loi qui reconnaît que nos communes de montagne ont en commun, quelle que soit leur taille, des spécificités, la pente, le relief, l'altitude, le climat, des spécificités, des handicaps, de fait en termes d'accessibilité, en termes de développement, en termes d'aménagement, mais aussi un grand nombre d'atouts. Je pense qu'il faut mettre en avant les paysages, notre agriculture de montagne, ses forêts, ses ressources en eau. Les atouts sont également nombreux et bien sûr la nécessaire protection de ces territoires d'un grand nombre d'espaces. Or, ce que nous constatons suite à cette loi, c'est que peu de services dans les ministères, dans nos régions, dans nos départements, peu d'interlocuteurs dans les services de l'État font référence au quotidien à cette loi pour venir en appui à nos communes de montagne. Et pourtant, cette loi de janvier 1985 a été suivie par une deuxième loi en décembre 2016, donc très récemment, qui réaffirme et qui renforce ces spécificités. Aussi, pour l'avenir, j'aurais quelques suggestions, peut-être concrètes, à faire à 2 niveaux. Au niveau, par exemple, des finances communales. Très concrètement, ce qui est intéressant dans la reconnaissance de ces spécificités, c'est que nous avons obtenu la reconnaissance de la prise en compte du critère voirie dans les critères retenus pour le calcul de la DGF. Aujourd'hui, et c'est bien logique compte tenu des charges et notamment en période hivernale, on pourrait imaginer pour l'avenir, pour tenir compte, non pas de doubler, mais d'améliorer ce critère, pourquoi pas le tripler. L'autre suggestion, c'est la dotation élue locale pour les plus petites communes. Là aussi, si cette dotation était améliorée, je pense que ces 2 mesures permettrait, en partie bien sûr, d'atténuer aussi la diminution de la DGF qui est due dans certains territoires à la diminution de la population. Et ce serait, à mon avis, une plus juste reconnaissance de l'action des communes, des maires, au service du quotidien des habitants. Et en plus, je pense que ces 2 critères ne devraient pas mettre en péril les finances de l'État. Toujours dans le registre des finances, faciliter l'accès aux aides. On peut se réjouir, nous les maires des communes, quand on nous annonce qu'il y a une enveloppe de la DETR qui est abondée, c'est une bonne nouvelle.
Néanmoins, quand les dossiers de DETR arrivent jusqu'à nos communes et à nos sous-préfets, difficile pour un maire de monter un dossier quand on nous annonce que le taux d'aide oscille entre 20 et 80%. C'est tout de même pas la même chose si on est retenu à hauteur de 20% ou à hauteur de 80%. Donc je pense que là aussi, si on pouvait donner un signe fort en privilégiant les dossiers communaux et en apportant aussi aux dossiers communaux un taux de 10% supplémentaire dès l'instant où ce sont des dossiers qui émanent de communes de montagne. Enfin, ce schéma, s'il était mis en place par l'État, pourrait peut-être aussi encourager nos élus départementaux et nos élus régionaux de faire de même et de mieux prendre en considération ces plus petites communes et ces communes de montagne. Voilà ce que je voulais dire pour les finances. L'autre volet, c'est de réaffirmer la commune comme premier échelon de proximité et le maire comme premier interlocuteur. Nous l'avons tous vu ces dernières années, notamment au niveau des crises climatiques. On peut prendre les tempêtes, on peut prendre les routes effondrées, les inondations, les incendies. Qui mieux que le maire, qui mieux que les adjoints, les membres du conseil municipal, ont la connaissance du territoire, la connaissance des moyens humains pour venir en aide. On peut dire la même chose pour la crise sanitaire. On a vu que les solidarités de proximité, les solidarités villageoises ont été très nombreuses et particulièrement dans les secteurs isolés, que ce soit pour l'organisation des courses pendant le confinement, que ce soit pour la prise de rendez-vous, par exemple, pour les premières vaccinations, pour les publics les plus fragiles. En conclusion, dans les villes, on développe des politiques de quartier, on développe des journées citoyennes, des fêtes des voisins, on flèche des budgets participatifs pour rapprocher l'action publique des citoyens. Nous, dans nos communes, nous avons la chance de la proximité, nous avons la chance de la connaissance du territoire, et bien qu'éloignés des grands centres urbains, nous bénéficions aussi des services numériques aujourd'hui et savons les utiliser. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui mettre tout en œuvre pour peut-être au niveau des réformes, appuyer sur le bouton « pause » pour les transferts obligatoires des compétences afin de conserver notre spécificité française qui est une organisation communale proche des habitants, pilier de la démocratie et surtout dans un pays où on a vu ces dernières années les réformes successives qui se sont mises en place, où qu'avons-nous fait? On a agrandi les périmètres des intercommunalités. Là où il y avait 3, 4, 5 cantons, on n'en fait plus qu'un. Donc on éloigne les élus départementaux. Si l'on regarde la sociologie des élus régionaux, ce sont souvent les maires des grandes villes ou les présidents des grandes intercommunalités qui, à 80%, sont les élus régionaux. Donc le seul élu qui reste le plus proche, ça reste le maire. Et pour toutes ces raisons, je pense, moi j'ai confiance en l'avenir de la commune. Et je vous remercie pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. On va juste saluer l'arrivée de Monsieur Sébastien Pradier qui nous a rejoint en visioconférence. Merci, merci monsieur le maire. On va peut-être alterner un petit peu avec la visio. Si on va laisser la parole à Madame Sagne, comme elle était connectée la première. Madame Sagne, si vous pouviez... Vous êtes nouvelle maire parce que vous avez été élue il y a quelques mois en remplacement du maire qui a démissionné. C'est intéressant aussi d'avoir un œil neuf pour votre œil tout neuf, même si vous étiez adjointe déjà de votre commune, mais d'avoir aussi votre vision depuis que vous êtes maire, des difficultés auxquelles vous êtes confrontée et surtout la différence peut-être entre le poste d'adjoint et le poste de maire. Pour l'instant, je suis la moins expérimentée des maires qui participent à cette visioconférence, donc je n'ai pas vraiment du recul pour en parler, mais le poste d'adjoint que j'occupais faisait que j'étais très impliquée déjà, donc la différence n'est pas si énorme que ça. Par contre, les difficultés qu'on rencontre dans les communes de montagne viennent, selon moi, de la géographie qui est plus complexe et des distances qu'il faut gérer.
du décalage des enjeux entre les zones très touristiques et celles qui le sont moins, avec des discussions du coup qui sont très compliquées, et du découpage des intercos, comme ça vient d'être dit, qui est souvent en inadéquation avec les variations économiques que nous connaissons dans les villages touristiques. Donc ça, c'était vrai quand j'étais adjointe, c'est vrai depuis que je suis maire. C'est vrai que si je devais dire ce qui me touche en tant que maire, c'est peut-être de voir la difficulté des maires face à la prolifération normative qui fait qu'on doit détricoter toujours des contraintes légales pour être sûr d'être dans le bon cadre et en tenant compte toujours de nos difficultés propres. Donc, ça veut dire que ça induit beaucoup de technicité, d'encadrement, d'équipes assez solides. Et ça, c'est quand même difficile dans des petites communes. Nous ne sommes enfin, moins de 1000 habitants, 930 habitants. Voilà. Ce que je dirais, par contre, je souscris avec le même enthousiasme à l'importance, au rôle majeur du maire dans sa mission. Sa proximité, c'est vraiment le maillon on s'est rendu compte pendant le Covid et à quel point le rôle du maire est essentiel dans la relation avec les administrés. Et je pense que moi je suis très confiante aussi parce que je pense qu'il y a un petit peu un rétro-pédalage. Après l'avoir un peu oublié, on le remet en scène, on recroit en son rôle essentiel. Et je souhaite, comme beaucoup d'entre nous, je pense, qu'on revienne à lui donner de plus en plus de missions et qu'on limite les compétences des intercos à des compétences transversales qui touchent peut-être tout le monde, mais moins élargies. Ok. Peut-être Monsieur Crémilleux. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, je suis maire depuis 2020 et je n'avais pas de mandat avant, d'une commune rurale du sud des Hautes-Alpes qui s'appelle Orpierre. Alors cette commune a la chance d'être entourée de falaises et d'avoir eu dans les années 80 des bénévoles, des passionnés qui ont, bien avant que cela devienne à la mode, ont eu le flair de la grimpe, de l'escalade, et donc c'est désormais la mecque un peu de la grimpe, en témoigne ce numéro. J'en profite, bien évidemment, c'est le rôle aussi, un des rôles du maire. Je suis arrivé là, d'abord parce que c'était la vallée et le berceau de ma lignée maternelle. Je suis arrivé là après 13 ans d'enseignement et 25 ans à la direction d'un groupe de presse régional Centre-France La Montagne. C'est dire que des élus, j'en ai côtoyé, des grands, des petits, et que sans doute, ça m'a donné envie de passer de l'autre côté de la barrière, ne plus les voir avec le regard médiatique, mais de le vivre moi-même. En plus, toute ma vie a été marquée par un engagement associatif multiple, récurrent. Alors être maire, c'est encore en milieu rural une belle aventure. Il est encore quelqu'un, j'allais dire comme le médecin et le curé, mais il n'y a plus de médecin et de curé. Mais cette image pagnolesque reste en partie vraie dans nos petites communes rurales, mais si on analyse cette image un peu idyllique, elle ne résiste pas longtemps. Il y a d'abord ce constat de profonde mutation de notre société et des comportements de nos concitoyens. Le respect traditionnellement affiché de l'élu comme un notable a laissé la place à une exigence véhémente de tous les instants. Le moi-je, parce que c'est moi, eh bien l'emporte beaucoup, souvent, trop souvent, sur la solidarité et sur le sens collectif. Et le maire, c'est sa première mission quand il traverse la place du village, c'est de régler le problème dans les meilleurs délais. Il y a ensuite ce sentiment que, et c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, que des compétences qui contribuent à son autorité ou qui contribuaient à son autorité sont petit à petit dévolues à la communauté de communes.
à l'intercommunalité. Or, notre communauté de communes compte 60 communes sur 3 départements, et ce transfert de compétences, s'il peut apparaître rationnel à quelques esprits technocratiques, n'en est pas moins préjudiciable dans l'évolution des responsabilités. C'est de plus en plus lointain et de plus en plus anonyme, alors que le maire, on le voit. Il faut parler aussi du désarroi ou de son désarroi d'un petit maire. Je sais que ma collègue, elle, a la chance d'avoir, dans une commune plus importante, responsable des services, mais il y a un désarroi des maires devant cette avalanche de sollicitations pour des projets ou subventions. Certes, on pourrait s'en réjouir. Je crois réellement qu'il y a des efforts qui sont faits pour lancer des appels à subventions. Mais dans une petite commune, ni le maire en premier lieu, ni le personnel n'est suffisamment formé pour, même si les associations de type AMF font des efforts, mais le maire n'est pas assez formé pour construire dans un minimum de temps un dossier qui doit être, tenez, avec le plan vert, qui doit être plus vert que vert. C'est compliqué, ça demande des chiffres, ça demande des analyses, et généralement quand on arrive au terme de nos hésitations, eh bien d'autres sont déjà passés. Je lisais ce matin dans l'AMF que le ministre félicitait que le plan vert était déjà au-delà de ses moyens, enfin de son enveloppe. Alors, c'est vrai qu'il y a ce problème d'ingénierie, et l'ingénierie, certes, dans notre département, a la chance d'être soutenue par le conseil départemental. En somme, les salariés du conseil départemental sont en même temps les salariés d'une structure qui s'appelle IT et qui est au service des communes. Néanmoins, ce système a ses limites, il est parfois long, il y a parfois embouteillage dans les demandes, et il ne vous mâche pas non plus tout à fait le travail. Il y a aussi un aspect dans le quotidien du maire, c'est l'avalanche de réunions, syndicats de rivières, syndicats d'électricité, parc naturel régional, communauté de communes. Il faut être à toutes ces réunions, mais c'est chronophage et c'est vraiment un fardeau lourd à porter, notamment là encore pour les petits maires qui ne peuvent pas répartir ces interventions. Et puis il y a un désarroi enfin devant le manque de moyens financiers pour réaliser les projets, notamment quand on est jeune maire. Vous imaginez bien, vous le savez bien, vous l'avez sans doute vécu, qu'on arrive avec l'envie de révolutionner la commune. Et là, je vais faire ça, et là, oh là, ils ont été, je vais faire mieux, etc. Bon, très vite, on déchante quand même. La réalité nous ramène à la raison, et il y a un manque de moyens. Notamment, la DGF reste pour moi une alchimie secrète qui ne permet pas au maire de faire évoluer sa demande. Moi, je pensais naïvement, angéliquement, qu'en faisant classer ma commune en commune touristique, puisqu'elle passe de 250 habitants l'hiver à 2000 quasiment l'été, et ceci en montagne, on n'est pas sur la côte, je pensais que ça attirerait l'attention, ou qu'il y aurait un traitement spécifique de la DGF pour ce type de situation. Eh bien, il n'en est rien, et là, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Alors, je reconnais que depuis le Covid, voire un peu les gilets jaunes, les pouvoirs publics ont redécouvert le caractère, et mes collègues en visio ou le présente, Madame Morel, le disait, que évidemment le rôle irremplaçable du maire, de par sa proximité avec les citoyens, est enfin un peu reconnu. Je note, il faut l'avouer, que la relation notamment avec la préfecture, on parle du couple préfet-maire, a évolué. Indiscutablement, des instructions sont sans doute venues conforter ce besoin, mais c'est vrai qu'un préfet est à l'écoute, et que j'ai le sentiment que le mot d'ordre donné au chef de service est quand même d'être, dans la mesure du possible, à notre écoute. Mais cela ne règle pas le problème des normes, de cette avalanche de normes aussi qui nous viennent, des directives
et qui sont souvent édifiés par des gens qui n'ont pas vécu au quotidien ce qu'est une commune rurale et ce qu'est une commune de montagne. On pourrait citer des exemples, l'urbanisme. Sur l'urbanisme, quand vous faites un PLU, on vous dit, bon, bah, écoutez, on prend les chiffres de ce qui s'est passé depuis 10 ans, et puis on projette sur les 10 ans à venir. Mais cette arithmétique-là ne tient pas compte des dynamiques. Le maire précédent avait pu ne pas se faire d'efforts pour accueillir quelqu'un. Le maire suivant a peut-être envie justement d'accueillir beaucoup plus de monde, et il est bloqué parce qu'on lui dit, ah mais non, regardez, vous avez consommé qu'1 hectare l'année dernière, donc, enfin dans les 10 ans précédents, pardon, et donc on ne va pas vous en donner beaucoup plus. Ça, je crois qu'on pourrait parler aussi de l'eau. On parlait des compétences, mais je pense que mes collègues y reviendront, mais la compétence de l'eau est quelque chose de sacré dans le quotidien du maire. La fuite d'eau, je suis désolé, la fuite d'eau, c'est un des éléments marquants, c'est un des curseurs qui situe le maire. Il s'occupe de l'eau, il y a une fuite, je vais le voir, l'eau. Le passer, comme le prévoit la loi en 2016, aux intercommunalités, je crois que nous le regrettons. Parce que c'est nous enlever encore une légitimité, c'est encore nous enlever du pouvoir. Alors je ne dis pas qu'il faut refaire la loi, je dis qu'il doit y avoir simplement, c'est mon sentiment tout au moins, qu'il doit y avoir un peu un transfert à la carte, qu'il y ait une liberté. C'est-à-dire que dans certains cas, parce que les cas ne sont pas identiques, je veux bien comprendre qu'un petit maire du bassin parisien n'est pas du tout le même raisonnement que le mien, mais dans une commune de montagne où vous avez votre source, et c'est sacré votre source, et où vous guettez déjà si le terrain de la pluie suivante sera libre parce que vous êtes inquiet sur les 20 ans qui viennent, je crois que ça, il faut nous le laisser, parce que n'importe comment, quand il y a une fuite d'eau, il n'y a qu'un numéro de téléphone qui sonne, c'est celui du maire, c'est pas celui de l'adjoint, c'est pas celui du conseiller municipal, c'est celui du maire, et en disant qu'est-ce que tu peux faire tout de suite. Et c'est pas en disant mais attendez, les services sont fermés, rappelez lundi à 9h qu'on réglera le problème. Là je crois qu'on fait fausse route. Alors pour conclure, que sera le maire en 2030 ? Eh bien j'ai une inquiétude, c'est que petit à petit le maire pour 2030 soit un guichet unique des pleurs, des mécontentements, sans aucune, de moins en moins, mais sans aucune possibilité d'avoir le pouvoir qui devrait aller en face. Parce que nos citoyens nous voient comme celui qui a du pouvoir, celui qui peut régler des problèmes, et si on nous enlève ces pouvoirs, eh bien on sera perdu. Merci beaucoup. Monsieur Mir, peut-être, de Saint-Lary-Soulan, s'il peut rajouter quelque chose, mais je suis sûre qu'il partage ce qui vient d'être dit. Vous n'avez pas entendu ? Il n'y a plus de son. Ah, tu nous entends ? Bon, ben on va passer alors peut-être à... Il est toujours coupé ? On dirait. Ouais. Oui. Donc c'est pas à notre niveau, c'est chez eux. Non, c'est nous, ça marche chez nous. Chez nous aussi, ça marche, mais visiblement, vous ne nous entendez pas. Non. Bon, ben on va laisser Madame Portevin, peut-être. Annick, tu as du son ? Oui. Annick, elle nous entend. Mais on n'entend pas la salle. Ah non. Ah. Non, il y a un souci, là. Madame Portevin, en attendant que le souci se trouve une solution, on va vous laisser la parole, Madame la maire de Guillestre. Merci de m'avoir invitée à cette audition. Je suis ravie et honorée. Moi, je suis maire d'une commune de 2400 habitants dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle Guillestre. Je suis maire depuis 2020, mais j'avais déjà 2 mandats électoraux municipaux avant. J'ai été conseillère municipale puis première adjointe. Mais contrairement à un collègue, je pense que le rôle du maire et la différence entre première adjointe et maire, c'est énorme. Voilà, le téléphone sonne beaucoup plus. Parce que les gens ont vraiment envie que ce soit le maire, même à 2400 habitants, ils ont vraiment envie que ce soit le maire qui soit là. On a la chance d'être une commune touristique, une chance et donc saisonnière. Je fais partie donc... Attends. On l'entend pas.
Je continue. Mais il nous demande de couper le son en attendant. Ah, alors on va couper le son. On l'entendait bien. Donc oui, on a la chance d'être dans une commune de montagne, on a 1000 mètres d'altitude, entre 2 stations de ski, entre Vars et Rézoul, et le Queyras, donc qui est un bijou naturel et très, très beau, avec aussi des stations de ski. Le parc du Queyras, on est à 64% dans le parc du Queyras, donc on a vraiment un bijou géographique et de paysage, comme vous disiez tout à l'heure. On est une petite ville de demain. Je sais que ça ne fait pas de l'unanimité, mais on est une petite ville de demain, une petite ville de centralité. On possède un centre historique moyenâgeux, une centaine de commerces et d'industries, des services publics encore un peu grâce à France Service, un cinéma communal, une crèche communale, un centre de vacances communal, un camping communal, une auberge communale, une piscine estivale, une quarantaine d'associations actives et soutenues par la commune, 2 écoles communales, un collège, 5 hameaux. Vous voyez, c'est quand même énorme. Ça, c'est la jolie photo de ma commune, mais quand on ouvre un peu la vitrine et qu'on y regarde de plus près, il y a quand même quelques ombres sur la photo. On a 40% de logements de résidences secondaires, donc vides la plupart du temps. Dans le centre ancien, 14% de logements vacants et souvent insalubres. Un grand trou béant au milieu du village, c'est la cicatrice de l'effondrement d'une maison trop vétuste depuis 2014. Le presbytère qui a été fermé après une étude structure inquiétante. Des saisonniers en camion qui n'ont pas de terrain pour vivre l'hiver et qui occupent un terrain communal. Une trésorerie qui a déménagé à une vingtaine de kilomètres. Des logements trop chers pour que nos jeunes s'y installent. Une fermeture de classe il y a 2 ans et une autre il y a 4 ans. Le paysage est joli, mais le portrait est dressé. Voilà. Là-dedans, on a toutes les difficultés et je reprends un petit peu ce que disaient mes collègues. L'écharpe du maire, c'est un symbole de la République française, mais parfois elle est un peu lourde à porter, face à un budget toujours plus contraint, à des normes toujours plus incompréhensibles et déconnectées de la réalité. Je parlerai du nombre de classes ou de l'éloignement de l'éducation nationale, des classes fermées, des enfants qui se lèvent le matin et qui font 20 km à 3 ans. Voilà, des normes. Voilà. Et c'est des chiffres, la valeur du chiffre. Des administrés toujours plus renfermés sur leurs soucis personnels, leur nombril. Et c'est compliqué à gérer quand on est maire. À une société qui conteste le bien commun et les règles du bien vivre ensemble. À une crise démocratique, moi qui m'effraie, je pense qu'il y en a vraiment une, à l'éloignement des services publics qui créent de la frustration, à des violences verbales de plus en plus quotidiennes et à des responsabilités toujours plus lourdes pour pallier au manque d'action de l'État, parfois. Je pense que heureusement, je crois quand même dans le rôle du maire, même si je dresse un tableau noir, même si je ne suis pas sûre de me représenter en 2026. Voilà, je ne suis pas sûre aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Mais je crois que cette fonction, elle est très importante quand il y a le côté positif, l'équilibre familial, ça c'est personnel, une équipe municipale investie et sur le terrain, une équipe d'agents, comme vous disiez, parce qu'il y a de l'ingénierie, il y a du travail, il y a des dossiers à remplir. J'ai 65 agents municipaux à Guillestre. Je suis un manager sans l'avoir appris, donc voilà, je suis un DRH et je mène une équipe que voilà, je ne sais pas faire, mais j'apprends sur le terrain. Parfois, c'est difficile. Il faut aussi des financeurs proches. Je parle du département, qui est notre premier financeur et celui qui est le plus à l'écoute, enfin moi je trouve, le plus proche de nous. Après 3 années de mandat de maire et 2 mandats de mandats municipaux, je me rends compte que la charge qui repose sur le premier magistrat de la commune est énorme. Le maire doit être à l'écoute des citoyens, mais aussi entendre leurs demandes et leurs propositions. Il doit être dans le concret, mais aussi avoir une vision à long terme. Il doit réaliser des projets, mais respecter un budget défini par d'autres que lui, sans trop de marge de manœuvre. Il fait des choix pour l'avenir, et c'est cela qui fait la force de ce mandat et sa fragilité par sa grande responsabilité. Et je veux juste insister sur, peut-être on y reviendra après, sur l'intercommunalité qui effectivement, moi, dans mon analyse, qui éloigne également la crise de la vie politique et peu de gens qui viennent voter. Je pense que l'éloignement des compétences est également c'est une des causes, je pense, de ça. Les gens ne voient pas l'intérêt. Et quand il y a un problème de l'assainissement, même si c'est la Comcom, ils viennent quand même à la commune, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le maire qu'ils appellent aussi.
Voilà. C'est un beau mandat, mais voilà, il faut être costaud. Merci, Madame le maire. Vous avez sûrement récupéré la connexion. Vous nous entendez maintenant. Donc, on va passer la parole à Monsieur Mir, et puis on terminera ensuite par l'Ardèche. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de partager le temps de parole. Alors, peut-être brièvement rappeler le contexte, même si un certain nombre de choses ont été dites concernant les complexités administratives. Vous avez beaucoup parlé des normes. Il y a quand même des chiffres qui sont édifiants. Actuellement, un maire est confronté, faut-il le rappeler, à pas moins de 400 000 normes. Le Code général des collectivités publiques, on est passé de 2012 à quelque chose comme 300 et quelques mille mots à 1 million de mots. Donc, c'est dire quand même cette difficulté qui nous affecte de manière très sensible. Les contraintes administratives, mais également environnementales. C'est clair que lorsqu'une commune porte un projet vertueux qui va dans le sens de la protection de la biodiversité, développement durable, etc., nous sommes soumis à des contraintes qui sont difficilement compréhensibles. Je pourrais donner un certain nombre d'exemples. Quand il s'agit, par exemple, de remplacer un groupe électrogène qui, est utilisé par un refuge, par une picocentrale, on a les pires difficultés pour faire aboutir ces projets. Il faut plusieurs années. Et puis, tout ça fait qu'actuellement, par rapport à il y a quelques années, conduire un projet, actuellement, c'est un projet un peu structurant, on s'entend, c'est de l'ordre de 7 ans. Il y a quelques années, en 2 ans, on pouvait arriver effectivement à finaliser ce projet. Alors après, je crois que ce que la Commission attend peut-être des témoignages des maires, c'est des exemples concrets pour, comment dirais-je, bien apprécier les difficultés auxquelles sont confrontés les maires et les maires de montagne en particulier. S'agissant de la fiscalité, ce qu'il faut quand même, je pense que mon propos sera partagé, c'est que nous ne disposons plus de leviers fiscaux, hormis bien sûr le fait d'augmenter les taux de la fiscalité ménage. Donc, peu de possibilités à ce niveau-là. On a beaucoup de difficultés, en l'occurrence, pour, comment dirais-je, pratiquer l'augmentation sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, parce que nous ne sommes pas à ce jour reconnus comme une commune présentant un marché foncier tendu, alors même que les dernières opérations qui sont faites sur mon territoire, on était quand même à 1 600 € du mètre carré, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc ça c'est une première difficulté, puisque sans ressources, bien évidemment, difficulté à conduire et réaliser des projets structurants. Autre exemple, dans le domaine de l'urbanisme, avec cette fameuse loi ZAN qui s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, alors que dans ma commune, l'artificialisation des sols, ça représente à peine 1,2% de mon territoire, alors que tout le reste est classé en site naturel, site classé, commune adhérente de la charte du parc national. Et on va avoir beaucoup de difficultés pour conduire des projets, notamment de logement social. Dans le domaine de l'urbanisme également, ce que l'on souhaiterait, c'est un assouplissement au niveau de la procédure de révision simplifiée. Lorsqu'il s'agit de corriger une erreur matérielle, on engage une procédure de révision simplifiée qui peut durer plusieurs mois. Bon, on a évoqué l'interco. J'en parle parce que ce que j'observe, c'est que dans les intercommunalités voisines, je n'ai pas le sentiment que le bilan soit totalement satisfaisant. Loin s'en faut. On a plutôt, l'impression d'une couche supplémentaire qui a pour effet d'entraver le processus de décision et qui n'apporte pas de valeur au plan de la mutualisation des moyens. Sur le plan du logement permanent, qui est un souci pour les communes touristiques de montagne, là aussi, on est confronté à des difficultés dans la mesure où le dispositif législatif n'est pas au rendez-vous, puisque pour réaliser, par exemple, une opération de logement social, selon la formule du bail réel solidaire, il faut être reconnu comme zone tendue, ce qui n'est pas le cas, ou alors il faut effectivement être inscrit sur la fameuse liste qui a fait l'objet récemment d'une communication.
Au titre aussi des difficultés que l'on peut rencontrer, c'est trouver du personnel qualifié, difficulté de recrutement du personnel territorial. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut faire venir un cadre ici en fond de vallée, se pose le problème du logement, d'une part, le problème lié au fait qu'il faut trouver du travail à l'époux ou à l'épouse. Et quand on lance les appels d'offres, on s'aperçoit qu'on a très peu de retours et c'est un véritable sujet parce que certaines communes touristiques, ce sont de véritables entreprises, donc ont besoin effectivement de techniciens, de DGS, de directeurs administratifs financiers. Voilà ce que je pourrais dire pour illustrer effectivement les difficultés de la fonction de maire. Une commune comme la commune de Saint-Lary-Soulan, c'est une entreprise. Hein, ça veut dire que les compétences, on doit les retrouver à différents niveaux, dans les services bien évidemment, mais le maire lui-même doit être en quelque sorte un couteau suisse qui soit capable d'appréhender les problématiques propres au tourisme, mais également dans les domaines de l'organisation, de l'informatique, du management, etc. Donc c'est une fonction, c'est vrai, qui est fragilisée, qui s'est fragilisée au fil du temps et c'est d'autant plus, comment dirais-je, ça interpelle d'autant plus que les enjeux sont importants parce que le principal enjeu, c'est quand même l'avenir de ces stations touristiques, de ces communes en fond de vallée. Alors pour autant, je ne voudrais pas dresser quand même un tableau, comment dirais-je, trop noir de cette fonction, parce qu'on a malgré tout des satisfactions. Et je serais tenté de dire que c'est encore ça qui nous tient et qui nous permet effectivement de rester en poste. On peut avoir des satisfactions. Par exemple, c'est vrai qu'on parle beaucoup du désert médical, mais quand on a le plaisir quand même de pouvoir créer une maison de santé avec 27 professionnels, ce qui est le cas dans ma commune, c'est vrai que c'est une satisfaction intérieure qui fait que malgré tout, on est là, mais quand même très, très préoccupé par le devenir de cette fonction, et ce qui n'est pas sans poser des problèmes au niveau de la succession, parce que c'est vrai que, la fonction de maire, elle a une image quand même très, très positive au niveau de la population. Hein. C'est vrai que le maire, c'est la personne quand même qui est incontournable, alors même que des sujets ou des problèmes pourraient être traités par les services ou par des adjoints, les personnes veulent voir le maire, voilà, parce que c'est effectivement la personne qui tient toute la place au niveau de la commune, mais c'est vrai qu'on peut être quand même préoccupé quand même du devenir de la fonction et du fait que ça suscite quand même pas beaucoup d'intérêt de la part des jeunes générations, parce qu'au-delà de ça, bon, ça a été dit, mais c'est d'une disponibilité 7 jours sur 7. S'agissant des communes touristiques, le travail, il s'arrête pas pour le maire, il ne s'arrête pas le vendredi soir parce que le samedi, il a une inauguration, il a une manifestation, il a une cérémonie au monument aux morts, il a... voilà, donc c'est très chronophage, c'est le terme qui a été exprimé, donc moi je souscris totalement et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour l'avenir de la fonction. Voilà en quelques mots sur le témoignage que je peux apporter, mais il y aurait bien évidemment bien d'autres choses à dire, et notamment sur le fait que la spécificité des communes de montagne n'est pas reconnue dans le dispositif législatif. Vous avez parlé de la loi montagne, mais la loi montagne, en fait, comment dirais-je, n'induit pas d'application très concrète au quotidien, et on peut le regretter. Donc, ce qui serait effectivement souhaitable, c'est que ces spécificités elles soient prises en compte en amont des discussions, au moment des discussions au niveau du Parlement. Merci beaucoup, monsieur le maire de Saint-Lary-Soulan. On va terminer avec le maire de Gros de Géoran, en Ardèche, monsieur Sébastien Pradier. Oui. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Eh bien moi, je vais que compléter ce qu'ont dit mes collègues parce que je pense qu'on a tous le même avis sur le sujet. Bon, cette fonction, je crois qu'elle est partout, dans toutes les petites communes. Alors moi, je suis maire d'une commune de 165 habitants seulement, qui fait 4500 hectares, toutes situées à plus de 1000 mètres d'altitude, et j'ai 70 km de voirie communale. Donc, c'est juste pour poser un peu le cadre. Voilà, je pense que cette fonction, elle est respectée par tous nos administrés. On est en effet le couteau suisse. On fait l'assistante sociale, on fait le chef d'entreprise, on fait le comptable, on fait celui qui fait l'aménagement parce que c'est nous qui regardons l'urbanisme. Mais les gens ne la comprennent pas. Je veux dire, aujourd'hui, quand je suis obligé de refuser un permis de construire
pour quelqu'un qui veut construire sur le terrain qu'il a hérité de ses grands-parents parce que l'avoir et il peut se permettre de construire sa maison et qui touche les réseaux publics et la station d'épuration et que je suis obligé de le refuser parce que son terrain n'appartient pas à la carte communale, c'est quand même décevant et du coup, les gens comprennent mal. Et du coup, je pense que ça fait ça met cette distance entre cette fonction et puis nos administrés qui, du coup, n'ont plus de volonté à s'intégrer dans les conseils municipaux. Moi, j'ai un petit exemple. Dans ma commune, depuis 1945, il y a toujours eu 2 listes. En 2020, on était 11 pour 11 places. Et j'ai mis un moment pour finir ma liste. Et les derniers m'ont dit, c'est bien parce que c'est toi et c'est juste pour t'aider toi qu'on vient. Et ce qui fait que j'ai aujourd'hui jamais 11 conseillers municipaux au conseil municipal, alors que j'ai été élu adjoint en 2008. En 2008, le conseil municipal était toujours complet, les 11 étaient toujours là, ou 2009 ou 2010. Et petit à petit, on voit que l'usure arrive, quoi. Après, bon, nous, on a quand même des difficultés importantes. Alors, on est plutôt une commune qui avait des richesses jadis. Depuis le transfert des impositions aux communautés de communes, on en a moins, puisqu'on n'a plus la possibilité d'augmenter ses ressources. Et puis, le fait que l'État se désengage quand même fortement. Hein. Moi, je vous en donne juste une preuve. En 2008, ma commune touchait 61 000 euros de DGF. En 2014, 55. En 2020, 14 000. Et en 2022, 55 euros. Donc, autant vous dire que les charges de fonctionnement, on sait tous, hein, que ce soit autour de la voirie ou de l'entretien, n'ont pas diminué en 12 ans. Et par contre, l'année prochaine, je pense que je vais devoir payer la DGF. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème parce que on ne sait plus bien équilibrer nos budgets de fonctionnement et les communes qui étaient plutôt riches deviennent pauvres. Et quand les riches seront pauvres, je ne sais pas ce qui se passera en termes de communauté de communes, puisque moi j'ai un petit exemple. Dans notre communauté de communes, on est 28 communes, 5 000 habitants. Il faut 2h15 pour aller d'un bout à l'autre de la communauté de communes. Mathieu Darnaud la connaît bien. Et les 2 communes les plus importantes, on représente un quart des recettes de fonctionnement de cette communauté de communes. Et on a 2 voix sur 40. Donc, autant vous dire que voilà, c'est un peu complexe parfois de se faire entendre. Alors, même si j'ai la chance d'être premier vice-président de la communauté de communes et de pouvoir être à l'exécutif et d'entendre un peu tout ce qui s'y dit, mais c'est parfois compliqué pour certains collègues, je pense, qui se sentent pas investis à la communauté de communes et qui, du fait, voilà, on a attaqué notre communauté de communes à 40 délégués. Aujourd'hui, un conseil communautaire, quand on est 25, c'est bien le bout du monde parce que on a des réunions tout autour du ventre. Et puis moi, je voudrais peut-être ajouter la difficulté de devenir maire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'être maire jeune, alors moi j'ai été maire à 38 ans, mais je suis aussi chef d'entreprise et j'ai cette chance parce que si je n'étais pas chef d'entreprise, que j'étais ouvrier, je n'aurais pas pu devenir maire. Il y a trop de réunions, on passe trop de temps en journée pour aller aux réunions. Bien entendu, les services font les réunions pendant les horaires de service, qu'on peut comprendre. Et du coup, il faut se dégager trop de temps en journée. Alors moi, j'ai la chance de diriger mon entreprise et de pouvoir le prendre, mais ça me semble compliqué et ça me semble être une cause du désengagement des jeunes dans la vie publique, quoi. Surtout dans nos petites communes, et on en a bien besoin. Voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas très confiant sur l'avenir et sur ce qui se passera en 2030 pour le maire. Je pense que dans les petites communes rurales comme les nôtres, il n'y aura plus de candidats, très clairement. Hein. Moi, j'ai une commune à côté de chez moi où 8 conseillers municipaux ont démissionné et ils ne trouvent pas de gens pour se présenter pour les remplacer. Et puis bon, à force de nous enlever des compétences, voilà, la compétence de l'eau en est une. Je veux dire, nous, montagne, on ne peut pas faire de la liaison entre nos communes. Moi, la commune la plus proche est à 12 km de chez moi. Donc, j'ai 3 réseaux publics pour alimenter 85 compteurs d'eau. Donc, autant vous dire que le jour où ça sera géré par la communauté de communes, je ne sais pas comment ça sera géré, mais ça ne peut pas marcher, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se faire entendre les maires des petites communes, alors de montagne et rurales, c'est peut-être la double peine. Alors moi, je préside l'association des maires ruraux de l'Ardèche depuis novembre. Je veux essayer de faire entendre ce message. On avait une réunion des présidents hier et c'est le message que j'ai porté, quoi. C'est que c'est encore plus difficile dans la ruralité en montagne. J'ai un autre exemple, hein. 1 mètre carré de terrain dans le sud d'Ardèche coûte 150 € constructible. Chez moi, il coûte 6. Donc vous voyez un petit peu la disparité pour arriver à se faire comprendre par un préfet ou un sous-préfet sur la volonté d'avoir plus de surface constructible. Voilà, donc moi, je ne suis pas très optimiste sur les maires de 2030, mais bon, on aura peut-être d'ici là le temps de se ressaisir et puis peut-être que globalement, on va nous aider au niveau national.
Merci à toutes et à tous. Peut-être, avant de laisser la parole aux collègues, on fera peut-être qu'une salve de questions parce que malheureusement, nous sommes pris par le temps puisque nous avons encore une autre série d'auditions derrière. Moi, je voudrais lancer peut-être la première question. C'est bien qu'on ait fini par Sébastien Pradier parce que ça illustre toute la difficulté, et vous l'avez toutes et tous dit, entre aujourd'hui les relations au sein du bloc communal, commune, intercommunalité. Nous l'avons dit en préambule de nos travaux il y a quelques semaines, notre volonté n'est surtout pas d'opposer commune et intercommunalité, mais d'opérer quand même un constat de l'éloignement, vous l'avez dit, des compétences et donc de la prise de décision, la dilution justement de cette capacité à orienter les décisions. Et puis là, vous avez un cas d'espèce où vous avez quand même une intercommunalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de recensement intermédiaire, mais dont on sait, elle fait 1/6 du département de l'Ardèche et elle est quasiment passée en dessous des 5000 habitants, c'est-à-dire en dessous de la dérogation qu'imposait la loi NOTRe. Et quand vous regardez une carte, la montagne ardéchoise, c'est là où la Loire prend sa source. On est à côté du mont Gerbier-de-Jean. Vous regardez une carte, vous ne savez pas vraiment à quel autre territoire vous pouvez l'arrimer parce que vous êtes sur les pentes et après vous descendez sur l'Ardèche méridionale. Donc c'est vraiment, on touche du doigt la complexité ultime de la composition de l'intercommunalité et puis d'une géographie qui interdit quasiment d'avoir une vraie mutualisation au sens où on peut l'entendre sur d'autres territoires de France où les communes sont beaucoup plus rapprochées. Donc moi, c'est vraiment peut-être reposer une question sur, à l'heure où souvent, et il y a un autre groupe de travail sur la décentralisation qui réfléchit aussi sur l'intercommunalité. Et donc au Sénat, c'est vrai que c'est un sujet qui nous anime, mais peut-être qu'on arrive à un temps de maturité et peut-être faut-il s'interroger sur celles des compétences qui relèvent de la proximité et donc du maire, et puis celles qui sont plus stratégiques comme l'action économique ou d'autres et qui ont plutôt une vocation à échoir à la strate intercommunale. Et deuxième question, parce qu'elle est souvent abordée en creux de vos contributions les uns et les autres, c'est la relation à l'État. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on a de moins en moins de recettes, de dotations émanant de l'État, et tout ça est complexifié parce qu'on est face à une politique d'appel à projets dont on n'a pas nécessairement l'ingénierie pour y répondre, et souvent on voit passer le train, malheureusement, parce que les gros peuvent répondre, et les plus petits, le secteur rural, ou les communes qui ont des petites centralités face aux grosses communes, aux grosses intercommunalités. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on voit la difficulté notamment de capter celle des dotations classiques que sont la DETR, la DSIL, ou d'être au rendez-vous. Vous avez évoqué Petite Ville de demain. Et donc, l'un des sujets aussi qu'on poursuit, c'est de voir comment on peut fluidifier tout ça et comment on peut éviter à chaque fois de vouloir créer des catégories, des appels à projets, mais d'avoir peut-être quelque chose de plus fluide, une dotation plus globale qui serait aux mains des préfets, mais qui irait peut-être plus facilement à destination des communes avec plus de réactivité et moins de conditionnalité, ce qui trop souvent ralentit, selon moi et selon beaucoup d'entre nous, l'action publique et la vie de nos communes. Donc si vous avez là aussi des réflexions à nous livrer, peut-être laisser la parole aux collègues qui sont ici. Jean-Michel. Oui, merci Monsieur le rapporteur, merci Madame la Présidente, merci à tous les collègues maires de France montagnarde de s'être exprimés cet après-midi. Un deuxième volet de notre mission d'information concerne la fonction de maire. Est-ce que vous avez, au vu de votre expérience, de vos questionnements d'exercice de mandat et peut-être de questionnements sur l'avenir au-delà de 2026 de votre engagement municipal, des suggestions spécifiques, des retours d'expérience sur le cadre de l'exercice de votre mission, notamment le cadre statutaire? Quels sont les éléments, selon vous, qui vous faciliteraient la vie dans l'exercice de votre mandat, d'un point de vue statutaire, statut de l'élu, cadre d'exercice de vos fonctions? Y a-t-il des sujets sur lesquels vous souhaitez alerter la mission d'information? Merci. Peut-être Madame Sagne qui pourrait répondre. Sur le statut, non. Moi, c'est surtout vraiment tout ce qui a été dit est très important. Comment conjurer cet amenuisement du pouvoir des maires et comment leur restituer
toute leur mission. Ça, je pense que c'est très important et ça passera obligatoirement par des discussions et des réflexions sur la limitation des compétences transférées. Je pense qu'il faut réfléchir la question et que sans cela, parce que c'est quand même le leitmotiv qui réunit toutes les discussions, c'est autour de ces liens très compliqués, cette dilution du pouvoir et ces transferts de compétences. Donc, je voulais en profiter pour remercier les élus de la montagne qui se sont battus pour obtenir que les stations classées puissent garder la compétence tourisme. Nous avons donc un office communal. Il n'y a pas un jour où nous ne nous en félicitons pas parce que le maire, il a besoin justement d'avoir un bras armé pour agir. C'est lui qui donne la couleur, la signature, la voix de sa ville et c'est très important en matière de tourisme. Et pourquoi pas dupliquer ce genre de dérogation. Voilà, sur le statut, je n'ai pas assez d'expérience pour en parler, mais je voulais vraiment dire que le maire, c'est le maillon de confiance et que le législateur doit absolument tout faire pour lui rendre ses prérogatives. Merci beaucoup. Oui, Madame le maire. Une suggestion également, qui n'est peut-être pas la réponse à la question précédente, mais un point qui nous réunit tous aussi, c'est que nos communes de montagne, nous représentons des habitants, mais on l'a vu dans plusieurs présentations, nous représentons des territoires. Et je trouve que la loi n'a jamais réussi à prendre en considération le fait qu'un maire, on représente certes des habitants, parfois peu nombreux, mais on représente, on l'a vu avec le cas de l'Ardèche, des territoires importants sur lesquels il faut organiser les services. Et si un jour la loi pouvait être modifiée dans ce sens et qu'il y ait une prise en considération des territoires que nous représentons, je pense qu'on aurait aussi fait un pas en avant. Deuxième interrogation, est-ce que dans ce débat, on parle des présidents d'intercommunalité et de leur éventuelle élection au suffrage universel, parce que là aussi, les choses ne sont pas sur le même plan au vu des budgets importants que nous gérons à l'échelle intercommunale, des compétences importantes. Est-ce qu'on s'oriente aussi vers cette possibilité pour ce qui serait aussi pour l'avenir de la commune et l'avenir du maire? C'est aussi une question qui se pose. Voilà, je voulais juste ajouter ce point. Oui, Madame Morel, vous avez raison d'insister sur il y a le paramètre habitant, mais il y a le paramètre effectivement surface du territoire. Néanmoins, je m'interroge, et ça n'a pas été évoqué, je sais ô combien la question est délicate, mais nous sommes là pour défendre les communes, nous avons essayé d'être le plus pesant dans nos arguments pour cette défense. Néanmoins, y a-t-il une carte communale qui n'est pas à revoir? Moi, je vois que dans ma commune, donc de 377 habitants, nous sommes entourés de 3 autres communes, dont l'une a 14 habitants et un conseil municipal, une autre une trentaine. Est-ce que, mais c'est une simple réflexion dont je n'ai pas la totalité de la réponse, mais est-ce que quand les communes ont si peu de population, il n'y a pas à gagner de renforcer la commune voisine que de faire survivre. Mais je sais combien c'est délicat, monsieur le sénateur des Hautes-Alpes, et puis je sais que pour un sénateur, c'est pas un sujet facile, puisque vous risquez d'être... mais enfin, peut-on défendre Ison-la-Bruisse, 11 habitants je vais même pousser plus loin, comme disent en off, mais l'indemnité de maire dans ces petites communes est souvent dévolue à un agriculteur qui trouve là un RSA complémentaire. Et ça, peut-être aussi, il faut avoir le courage de le regarder en face. Est-il maire pour cette rémunération complémentaire? Est-il maire réellement pour l'être? Y a-t-il une légitimité à ce qu'il le soit? Je ne vous demande pas de répondre parce que vous couperez, voilà, je ne vous demande pas de répondre, vous mettriez en difficulté pour les prochaines sénatoriales, mais... Comment? Non, c'est pas sans commune mesure avec le reste, je suis d'accord avec vous. Mais alors, dans ce cas-là, on admet que c'est un système parallèle de soutien à la ruralité. Il nous reste 5 minutes, donc on va demander, et je crois qu'il reste 3 maires qui n'ont pas répondu. Peut-être sur
Peut-être, moi, je peux parler du lien État-commune. Alors, je pense que sur certains sujets, il marche plutôt bien. Je pense que quand on a un préfet ou un sous-préfet, comme nous, on peut l'avoir dans la chance en Ardèche de proximité, ça fonctionne bien sur l'investissement. Aujourd'hui, nous, dans notre région et en plus dans notre département, on a la chance d'avoir un fonctionnement de subvention qui est complémentaire et notre préfecture vient s'adosser en DETR ou en DSIL sur le sujet. Et ça fait, moi, je viens de construire un commerce communal avec épicerie, dépôt de pain à 1 million d'euros et j'ai fait 80% de subvention. Donc ça marche plutôt bien. Après, il y a le mauvais rôle de l'État avec le maire, c'est le préfet qui veut faire débroussailler autour des maisons dans nos montagnes, qui fait passer un service du SDIS et qui met en demeure le maire, comme j'ai été mis en demeure la semaine dernière, d'exercer mon pouvoir de police et d'écrire recommandé à tous mes administrés. Donc, je lui ai expliqué que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Mais voilà, il y a bien ces deux liens-là, le fonctionnement et de la préfecture et de la police, et puis la partie investissement. Alors moi, j'ai une petite suggestion sur ces histoires de DETR, DSIL. On avait une réunion hier des présidents des associations de maires ruraux de Rhône-Alpes. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas un cadre de DR qui soit identique partout en France et que dans chaque département, il puisse varier, alors qu'on prenne des choses et qu'on ne les prenne pas. Mais par exemple, nous, en Ardèche, on n'a pas du tout de voirie. Et mon collègue de l'Allier m'expliquait qu'ils ont réussi à mettre 10% de la DETR sur la voirie communale. Et en particulier, ils ont limité ça aux communes de 300 habitants. Alors, c'est peut-être quelque chose à soulever, à essayer de faire intégrer pour que dans toutes les DETR, on puisse avoir cette compétence minimale de l'eau et de la voirie, puisque c'est deux compétences qui nous restent et qu'il faudra bien assumer, parce que sinon, on ne pourra plus circuler chez nous et on ne pourra bientôt plus boire. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Et puis, je suis moyennement d'accord sur imposer aux petites communes de fusionner avec sa voisine, parce que je pense que les Français ne sont encore pas prêts, les maires non plus. Et puis, tant qu'on impose, ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai un cas dans notre communauté de communes. On a une petite commune qui a fusionné avec sa voisine, mais c'était la volonté des deux. Et du coup, ça a très bien marché. Si on l'impose, on sait bien que ça ne marche pas. Comme le transfert des compétences qu'on veut nous imposer, il ne marchera pas si on nous l'impose. Si on ne nous l'impose pas, peut-être que les maires feront le transfert automatiquement et dans la douceur et tout se passera bien. Voilà. Rapidement, Monsieur Mir, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je voudrais rebondir effectivement sur le propos concernant la fusion des communes. Bon, moi, je suis bien d'accord, effectivement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit rendu possible sur la base du volontariat. Ça me paraît, je dirais, préalable vraiment absolu. Bon, actuellement, on assiste à quoi? On a des maires de petites communes qui ont les pires difficultés pour trouver une secrétaire. Donc, je crois que la solution, effectivement, c'est de mutualiser les moyens et je crois qu'il faut faciliter la fusion des communes. Bien souvent, ce n'est pas forcément un problème financier, c'est un problème d'identité dans la mesure où les petites communes, en fait, leur préoccupation, leur souci, c'est de perdre leur identité. Et ça, c'est des choses, à mon avis, qui peuvent être résolues, mais il faudrait qu'il y ait un régime quand même plus incitatif pour faciliter cette fusion de communes. Ensuite, je voudrais revenir sur la question qui a été posée concernant la manière de rendre la fonction de maire plus attractive. Bon, je crois que ce qui est véritablement décourageant, c'est l'aspect, au-delà des responsabilités, c'est l'aspect chronophage. Je vois mal comment un jeune chef d'entreprise qui s'investit dans son entreprise peut, dans le même temps, occuper une fonction de maire. C'est juste pas possible. Le nombre de réunions, c'est quelque chose... vous avez évoqué la question, je regardais mon calendrier. Aujourd'hui, j'ai 8 réunions rendez-vous. Voilà, mais je pense que la plupart des maires sont confrontés à cette difficulté. Après, c'est vrai, il y a la question de l'indemnité, qui sont des indemnités que je qualifierais de familiques. Je veux dire, c'est sans rapport et sans aucune mesure avec le temps que nous y passons et les responsabilités qui sont les nôtres. Voilà, donc je pense que la réflexion, elle est amenée effectivement sur le fait de savoir comment rendre cette fonction plus attractive, et c'est l'enjeu de la prochaine échéance de 2026. Merci, on termine avec Madame Portevel. Juste un petit mot justement au sujet de l'indemnité. J'étais avec mes collègues maires, femmes maires, on s'est réunis le 8 mars du haut du département, du nord du département des Hautes-Alpes, et les maires des petites communes, 300 habitants, deux m'ont dit c'est très difficile de trouver du travail quand on est maire. D'abord, il faut qu'elle travaille parce que c'est 800 € d'indemnité et c'est pas beaucoup, il y a 300 habitants. Et elles avaient du mal à trouver du travail pour compléter ça parce qu'elles étaient maires. Leur mandat de maire était un frein quand elles disaient qu'elles étaient maires. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, pour moi, c'est quand même aussi un frein. Voilà.
Peut-être juste pour répondre à la première et à la dernière réflexion, contribution, on avait essayé dans le texte engagement et proximité de prendre en compte ce sujet. Je pense que ça nous invite aussi à évoquer la question du statut et de la disposition en termes de nombre d'heures, parce qu'effectivement, c'est trop souvent un frein pour les maires, mais aussi pour celles et ceux qui vous accompagnent, adjoints, voire conseillers délégués dans des communes plus importantes. Quant à la question de la prise en compte des kilomètres carrés, si je peux le dire de façon aussi brutale que ça, le Sénat a beaucoup travaillé sur le sujet et nous avions proposé dans le texte que nous avions déposé à l'époque avec Philippe Bas le fait que puisse être pris en compte, notamment pour la gouvernance des intercommunalités, la question du territoire. Pour ce faire, il faut qu'on introduise un versant constitutionnel et qu'on ait une réforme constitutionnelle qui nous permettra notamment de revenir sur la représentation au sein des intercommunalités, mais aussi, le territoire étant pris en compte, de pouvoir travailler notamment sur la définition des dotations et de tout ce qui participe justement pleinement de la vie des communes comme les vôtres. Et ça, je pense que c'est quand même relativement important pour tous les exemples que nous avons eus aujourd'hui. En tout cas, remerciements à chacune et à chacun d'entre vous de vos contributions précieuses et particulièrement éclairantes, qui convergent d'ailleurs sur beaucoup de points, quels que soient d'ailleurs vos territoires. Merci. Merci. Ben, écoutez, on va pouvoir clôturer notre table ronde. Merci à vous d'avoir été présents et à ceux qui sont en visio de nous avoir consacré un petit moment. Moi, ce que je veux juste vous rappeler, c'est que c'est important pour nous aussi d'avoir votre regard spécifique avec vos spécificités de montagnards, ces communes qui subissent des variations de population en très peu de temps selon les saisons, ces communes qui ont des équipements très spécifiques à mettre en place aussi en fonction de ces variations de population. Ces communes où il y a aussi, je pense, la responsabilité qui est décuplée par rapport à une commune classique, hein, ne serait-ce que quand on gère des stations de ski ou des établissements thermaux, ou les deux. Là, on est sur des questions de responsabilité, y compris pénales, sur des communes aussi qui ont des handicaps liés au risque majeur, au risque d'inondation, de glissement de terrain. Et tout ça, c'est important pour nous aussi de voir que ce ne sont pas forcément ces responsabilités-là qui sont des freins pour vous et qui vous empêchent de vous consacrer à vos communes. Vous avez juste aussi parlé de ces deux fameux irritants que l'on a aujourd'hui avec le ZAN et l'eau potable. Sachez que la semaine dernière, nous avons passé 2 propositions de loi au Sénat sur ces sujets-là. Proposition de loi de Jean-Yves Roux sur le retour à l'optionnalité de la compétence eau potable et assainissement. Et sur le ZAN, la proposition de loi Blanc-Létard qui revient aussi sur une garantie rurale de 1 hectare par commune. Donc ça, le Sénat essaie de travailler, mais franchement, on ne se sent pas forcément écouté de l'autre côté de la barrière du Parlement. Voilà. Merci en tout cas à vous et bon retour dans vos territoires. Et je salue les Hauts-Pyrénéens et l'Ardèche en visio. Merci à tous. Merci.